Salut YouTube! Petite revue de presse. Donc on est dans un climat particulièrement anxiogène, hein, les amis, d'ailleurs j'espère que vous ça va. Voilà, l'idée c'est pas non plus de parler de choses, voilà. Mais comme je disais, il y avait un article qui m'intéressait, que j'ai vu récemment. Alors je crois que c'est un article, bon, c'est un article du Figaro. Mais qui parlait de la collection Morozov. Attends, Morozov. Louis Vuitton, puis on va regarder dans Actu. Hop. Ah bah il y a eu plusieurs choses. Voilà. Parce que j'ai vu un... Voilà, je crois que c'est cet article-là. Voilà. J'avais vu l'État français peut-il confisquer la collection Morozov. Et ça m'avait marqué comme... Ça m'avait interpellé comme titre. Et j'ai vu qu'il y avait apparemment pas mal de réflexions autour de ça sur les réseaux sociaux. Et je me dis, ça peut être intéressant de parler de ça, en fait, de regarder cet article, d'en parler, parce que je ne l'ai pas encore lu. Je me dis, tiens, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est le but de cette session. Attends, est-ce que du coup, vous voyez assez bien? Je vais peut-être... Parce que, attends, le texte, il arrive comment, là? Ah ouais, je vais pouvoir zoomer pour vous, là. Attends. C'est ça que je veux. Hop, on va pouvoir zoomer. Hop, on va faire ça. Voilà, on va laisser quand même, parce que bon, on n'est pas abonné au Figaro, on va pas non plus... ouais, comme ça, un peu au milieu, attends. Mais, hop, non, c'est bien ça que je voulais. Voilà, mais je veux pas leur bandeau, là, ça me saoule. Voilà. Nickel. Puis il y a la musique qui va avec. L'État français peut-il confisquer la collection Morozov? Ouais. Non, mais ça m'avait interpellée parce que je trouvais ça intéressant avec ce qui se passe dans l'actualité sur cette question de... J'ai un mot en tête, c'est captation, mais c'est pas captation. Enfin, en gros, de réquisition. Je sais pas comment... Ils ont utilisé un terme assez spécifique à ça, je pense qu'on va le retrouver dans l'article. Mais en gros, qui posait la question de en lien avec la guerre en ce moment, de récupérer en fait certains acquis, certaines propriétés, enfin propriétés au sens large, hein, tu vois, les fonds aussi russes, enfin de tout couper. Pardon, je résume très mal. Mais ça sur le compte de la fatigue. Mais voilà. Du coup, je m'étais posé la question par rapport à cette question, oui, est-ce qu'on peut confisquer la collection Morozov, enfin, et plus globalement, la question de l'art. Est-ce qu'on peut vraiment un peu tout faire ce qu'on veut? Et évidemment, il y a des cas spécifiques, notamment par rapport à la France, où c'est très très... parce que tu peux voir souvent des trucs genre, ah, tiens, on devrait rendre telle ou telle œuvre, etc. Sauf que c'est assez complexe comme question. Et surtout, il y a des œuvres... Enfin, les œuvres en France, une fois que c'est rentré dans les collections, c'est très très très... Enfin, c'est un sujet très délicat. Notamment parce que les œuvres sont inaliénables, on ne peut pas y toucher. Donc je me suis posé, tiens, est-ce qu'il y aura un lien avec cette problématique-là? Alors cet article, donc, qui fait partie de Figaro Culture, qui a été posté le 25 février, avec une mise à jour le même jour, 25 février, donc c'est un article qui a une bonne dizaine de jours, écrit par Éric Bietri-Rivière. Qui est cette personne? On va regarder ça. Donc c'est un journaliste du Figaro qui semble... tiens, ça peut être intéressant, il y a un autre là, article avec l'actualité. Donc c'est quelqu'un qui visiblement écrit sur l'art de manière générale. En même temps c'est Figaro Culture, tu me diras, donc il y a une forme d'évidence. Mais ça a l'air assez varié. D'accord.
Attends, j'ai vite fait le googliser. Membre depuis le... D'accord, il a fait 1679 articles. Je vais regarder, on va le googliser. Il est sur Twitter. Bonjour Eric. Bonjour Eric sur Twitter. Comment se présente-t-il? Grand reporter au Figaro, rubrique culture, art ancien, art lointain, musée, expo. D'accord, donc petit compte Twitter si vous voulez regarder un petit peu ce qu'il fait. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre à ce sujet? Pas énormément de... Attends, Twitter, de quoi est-ce que la presse pense? D'accord. Donc essentiellement, essentiellement pour reporter pour le Figaro Culture. Ok. Alors, donc la question qui est posée, l'État français peut-il confisquer la collection Morozov? Évidemment, vous pouvez tout à fait dire, vous, ce que vous en pensez, est-ce que c'est possible, selon vous est-ce qu'il y aura un intérêt à ça? Qu'est-ce qu'on en ferait? Enfin, forcément, il y a une question comme ça. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut? Enfin bon, ça va répondre, voilà. Mais surtout, qu'est-ce que la confiscation, après, on en ferait quoi? On le mettrait dans les collections françaises, tu vois? Est-ce qu'on les garde en otage, si on peut dire ça comme ça? Mais en tout cas, ouais, ça m'a interloqué, ce questionnement. Hop, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? N'hésitez pas à dire dans le chat si vous avez ce que vous pensez de tout ça. D'ailleurs, s'il y en a qui ont vu cette expo, j'avoue, je ne l'ai point vue. Parce que voilà, la collection Morozov, donc en fait, voilà, on va partir. Ouais, du coup, là, c'est vachement gros, forcément. Mais on va peut-être partir de ça avant de lire l'article. En gros, c'est une expo donc, qui a lieu jusqu'au 3 avril. On l'a déjà fait dans le passé, il suffit de regarder les collections du Louvre et du Quai Branly. Oui, c'est sûr. C'est sûr que de nombreuses pièces présentes dans les collections sont venues par différents moyens, que ce soit des legs, des dons, des achats, des appropriations, clairement, oui, tout à fait. On l'a déjà fait. Des vols, ouais, complètement. Complètement, il y a complètement... on va pas... Là-dessus, l'idée, c'est pas de mentir sur ce qui s'est passé dans l'histoire des musées. Il y a eu des vols. Appropriation, si je m'en dis. Ouais, mais ça reste ça aussi. C'est... En fait, il y a tellement eu de cas très, 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 très différents, les uns des autres, mais globalement, oui, c'est... Parce que c'est compliqué, parce que t'en as qui se défendent autour du oui, mais ça a été acheté à l'époque, bon ok, ça a été acheté alors que c'était en guerre, ou qu'il y avait quand même une relation de domination d'une culture sur une autre, bon. Et voilà, la question que je me pose, c'est par rapport à ça, quoi. Est-ce qu'on est en train de refaire... est-ce qu'on va refaire la même chose? Est-ce que... Enfin, quelque chose qui a été pas mal décrié, cette question du vol ou de l'appropriation. Parce qu'au final, c'est ça la question qui est posée dans l'article, c'est la question de l'appropriation. À quel moment on se permet de s'approprier des choses? Donc dans un rapport de domination, évidemment, mais ce rapport de domination était censé être fini. Censé, après, voilà, attention, je suis pas... Ça se trouve, il se passe plein de choses, bon, bref. Mais globalement... c'est plus censé arriver. Et du coup, dans cette collection Morozov, donc 200 chefs-d'œuvre d'art moderne français et russe des frères moscovites Mikhail Abramovitch Morozov et Ivan Abramovitch Morozov. Donc ce sont deux personnes qui ont vécu entre les années 1870 et au début du XXe siècle. Donc le dernier frère est mort en 1921.
C'est la première fois depuis sa création au début du XXe que la collection Morozov voyage hors de Russie. Donc on a mis une petite bande-annonce également. Je coupe la musique. Parce qu'il y avait, il y avait eu la grande expo Shtushkin qui avait beaucoup plu à la fondation Vuitton. Donc il y a des photos, des œuvres. De tout, on a du Renoir, du Picasso, là du Lautrec, Bonnard, les 4 saisons. C'est beau ça. Les paysages, on a de l'impressionnisme, mais pas que. Oh, c'est chaud ça. Journée en Polynésie, Paul Gauguin. Oh, attends, les gars, ils ont des Paul Gauguin. En même temps, ils ont du Picasso. Hein. Paysage fauve, donc le fauvisme. Paysage imité. La tendance est plutôt à la restitution de nos jours, même si c'est pas évident. Oui, il y a une tendance à l'apaisement sur ce sujet-là, pour éviter justement d'être d'être catégorisé comme étant colonialiste en fait. Hein. C'est en gros d'essayer de casser cette image de création de collection, notamment pour la France avec cet aspect colonialiste. Hein. Et du coup, effectivement, la tendance serait à de la restitution. Mais en gros, ce qu'on se disait avec... en gros, je réagissais par rapport à Essium, c'est plutôt la manière dont... En fait, beaucoup d'œuvres sont présentées dans les musées. Et en vrai, fondamentalement, tu sais pas d'où elles viennent. Enfin, c'est pas dit. Coucou, je suis issue du colonialisme, tu vois. C'est ça que... La collection est propriété de l'État russe. Et bien justement, c'est ce que je voulais voir par rapport à la... Alors, donc, conçu par... Oui, ça c'est la commissaire générale. Ok. Mais effectivement, je reste à voir la collection Morozov. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Alors, musée d'État de l'Ermitage, musée d'État des Beaux-Arts Pouchkine, Galerie nationale Tretiakov... les outils de visite, application, micro-visite. Alors, collection Morozov. J'ai juste tapé collection Morozov, voir si c'est une collection qui a effectivement été éclatée. Et puis j'ai pas l'impression qu'il y ait du Wikipédia dessus. Oui, Gigi. Attends, il y a même un truc sur France Culture là, on regardera peut-être. Oui. Ouais, attends, on va recommencer. C'est peut-être qu'ils vont répondre à la question dans ces deux articles. On va regarder. Alors, cet ensemble unique se trouve exposé depuis le 21 septembre à la Fondation Vuitton dans le bois de Boulogne. Il a déjà été vu par plus d'1 million de visiteurs. Depuis jeudi, les réseaux sociaux bruissent d'appels afin qu'il soit saisi. Ah, puis j'ai mis une petite photo là avec... pour l'inauguration, Macron avec Bernard Arnault. Donc, la Fondation Vuitton. Donc, c'est évidemment... Justement, l'idée, c'est de resituer les choses. Donc, Fondation Vuitton, référence à Louis Vuitton, donc la marque qui, en fait, appartient au groupe LVMH, donc Louis Vuitton Metency. Donc, c'est un grand groupe de luxe qui est dirigé par Bernard Arnault, dont l'un des plus grands milliardaires du monde. Qui est connu, en gros, qui possède... LVMH possède Dior, Louis Vuitton, des grandes maisons
de luxe, hein, Tiffany aussi, voilà. Donc, pour vous situer un petit peu. Et fondation Louis Vuitton, donc un lieu pour des expositions temporaires essentiellement, des manifestations artistiques. Et donc régulièrement, exposition. Donc il y a eu effectivement l'exposition Stuchkin, qui avait brassé un monde incroyable. J'avais vu beaucoup de monde. Parce que, alors, au-delà de la qualité des œuvres présentes dans l'expo, il faut se dire qu'il y a une grosse problématique dans les musées français, c'est la gestion des visiteurs. C'est parfois très galère. Par exemple, quand tu vas au Louvre, parfois tu te fais, oui, ma Gigi. Surtout avec alors, je crois qu'en plus... Non, c'était avant le confinement. Mais en gros, quand tu as beaucoup de monde, parfois tu as des files d'attente insupportables, etc. Et la Fondation Vuitton a toujours très bien géré ces files d'attente. Enfin, il y a une organisation encore une fois, au-delà de la qualité des... je parle même pas du fond, de la forme dans chaque expo à comparaison avec le Louvre. Hein, tu vois, c'est pas pour comparer la qualité intrinsèque de leur manifestation, mais comment c'est géré d'un point de vue logistique avec le public. À un moment donné, pour aller au Louvre, il y avait l'expo, je sais plus, c'était Vermeer ou Rembrandt. Je crois que c'était Rembrandt, je sais plus. Tu vois, c'était une expo avec une grande tête comme ça d'artiste. C'était infernal. C'était infernal pour y aller. C'était des gros problèmes pour la réservation, pour y aller, les files d'attente, etc. Et par contre, à ce moment-là, Fondation Vuitton, les expos sont super bien gérées au niveau attente, etc. Donc il y a eu aussi une très grande hype pour ce lieu, parce qu'au moins, c'est pas chiant, quoi. Tu vois, t'attends pas vraiment, plus t'as l'assurance d'avoir une entrée, bon. Donc il y a ces problématiques-là qui sont en fait beaucoup plus importantes qu'on veut bien l'admettre, hein, parce que quand tu dois recevoir des millions de personnes, t'as intérêt à bien ficeler le truc. Quoi dire d'autre, et puis en général, hein, les expos de la Fondation, donc c'est souvent des gros morceaux, hein, avec des très très belles œuvres. Et en même temps, c'est du fait de du pouvoir de Bernard Arnault, hein, enfin de sa capacité à être en relation avec les grandes institutions. C'est un très grand collectionneur, enfin c'est un des plus grands collectionneurs du monde. Il a sa fondation, etc. C'est un groupe de luxe qui est très puissant. Donc pour eux, c'est pas hyper compliqué, pour le groupe, c'est pas hyper compliqué, voilà, d'organiser ce genre de choses. Et là, la présence de Macron, un ami, enfin bon. Mais effectivement, c'était une très bonne question, j'aimerais bien savoir, voilà. Parce qu'il y a un rapport avec les oligarques, sans aucun doute, hein. Alors, parmi les biens russes en pratique aisément immobilisables, il y a la collection Morozov, un trésor d'art moderne nationalisé en 1918 par Lénine. Voilà, donc on a la réponse à la question. Effectivement, la collection est bien propriété de l'État russe. Donc on comprend pourquoi il s'est posé cette question de saisir la collection. Alors, 200 tableaux de la plus haute qualité, venus principalement de Saint-Pétersbourg, musée de l'Ermitage, Moscou, musée des Beaux-Arts, Pouchkine et la galerie Tretiakov, mais encore des musées de Minsk, de Dniepropetrovsk, j'ai du mal à le dire, en Ukraine. Et enfin, pour une petite partie, des fondations créées par Petr Olegovitch Aven, Vladimir et Ekaterina Semenikin et Vyacheslav Moshe Kantor, tous des oligarques. Voilà, donc tu vois, entre une collection qui est dans principalement des musées russes, une partie donc ukrainienne, et surtout une petite partie de fondation d'équivalent de Bernard Arnault en Russie, si on peut dire ça comme ça, forcément, ouais, ça se pose la question. Donc cet ensemble, c'est bon, vous voyez bien, hop là. Cet ensemble unique se trouve exposé depuis le 22 septembre à la Fondation Vuitton dans le bois de Boulogne. Il a déjà été vu par plus d'1 million de visiteurs.
Depuis jeudi, les réseaux sociaux bruissent d'appels afin qu'il soit saisi. Certains imaginent même de le gager pour soutenir l'effort humanitaire, voire pour acheter des armes utiles à la résistance ukrainienne. Oh, ça... Alors ça, à titre personnel, je serais très contre. Enfin, je comprends le principe de résistance, mais de vendre de l'art pour acheter des armes... Ouais, ça me... Non. C'est un effort humanitaire, pourquoi pas. À titre personnel, de nouveau, hein, ce n'est que mon avis. C'est juste que acheter des armes avec de l'art, ça me gênerait beaucoup, tu vois. À titre, je sais pas toi, mais pour moi, ça pique. J'ai encore un tout petit peu baissé la musique, elle me gêne un petit peu. Voilà. C'est mieux là. Quel avenir donc pour ces joyaux de l'impressionnisme, pour ces Gauguin, Van Gogh, ces Nabis, ces Matisse et Picasso, en outre montrés avec des tableaux russes d'une valeur pareillement inestimable, signés Repin, Larionov, Goncharova, Konchalovsky ou encore Malevich, le grand pionnier de l'abstraction. Et oui. Donc là en plus, la question effectivement de la valeur de l'art, c'est une question qui est super complexe. C'est une question qui est vraiment très très compliquée, hein, parce que estimer des œuvres, en général quand tu estimes des œuvres, c'est lorsqu'il y a prêt pour des expositions, mais l'estimation c'est plus s'il y avait effectivement une restauration ou autre, quoi. Puis après on voit aux ventes, les ventes d'art, quand tu regardes et le prix de certaines œuvres, ça dépasse les centaines de millions. Évidemment. Selon la loi en vigueur depuis le 10 août 1994, l'État français ne peut placer sous séquestre ses toiles, pastels et sculptures, car ils relèvent d'institutions publiques étrangères. Voilà, déjà on a un premier élément de réponse là. Normalement, la loi dit que non. De la même manière, nous, si on devait... normalement, vendre de nouveau... nous, en France, on ne peut pas vendre d'œuvres. Certains pays le font, comme les États-Unis, d'autres pays anglophones, ils ont la possibilité de vendre des œuvres pour acheter d'autres œuvres, pour renflouer les caisses. On a vu notamment des musées qui risquaient de fermer, de fermer, mais certains ont vendu leurs œuvres pour justement rester ouverts. Par contre, en France, ce n'est pas possible. On ne pourra jamais vendre la Joconde. Ça, c'est mort. C'est impossible. Déjà parce que le prix... il y aura toujours quelqu'un... Maintenant, vu les hyper milliardaires, il y aura toujours quelqu'un pour l'acheter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Dans tous les cas, les œuvres en France, il y a un droit inaliénable. On ne peut pas... Voilà. De quand elle date, cette œuvre ? Alors, droit. Alors, France. Œuvre. Musée. On dit pas inaliénable ? Si, c'est inaliénable. L'aliénation des collections publiques. Alors, le principe c'est dur, inaliénabilité. Voilà. Le principe d'inaliénabilité est en droit français du patrimoine culturel un principe protégeant les biens conservés dans les établissements culturels, une bibliothèque, musée, etc. Alors, c'était apparu sous l'Ancien Régime afin d'assurer la protection des domaines et des biens appartenant à la couronne de France. C'était aboli en 1789, oui. Mais c'était reconnu de nouveau par la Cour d'appel de Paris en 1846, puis par la Cour de cassation en 1896 et le Conseil d'État en 1932. Voilà. Touc. Donc ça, c'est pour la France. Et là, donc, depuis 1994, tout ce qui est institution publique étrangère, normalement, on ne peut pas placer sous séquestre
ces œuvres-là. Donc ça, c'est ce que nous dit l'avocat Olivier Debec, spécialiste en droit de l'art. Comme c'est le cas pour tout emprunt important d'œuvres venues de l'extérieur, un arrêté d'insaisissabilité a d'ailleurs été pris le 19 février 2021 par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et la ministre de la Culture. Puis, comme l'exposition qui était prévue jusqu'au 22 février 2022 a été prolongée, un arrêté complémentaire est venu proroger ce dispositif, ainsi qu'on peut le lire au journal officiel. Légalement donc, la collection est intouchable jusqu'au 6 avril inclus, jour d'expiration du contrat de prêt. Mais ensuite, nul ne sait. Et oui. Ça, c'est intéressant. Donc, en gros, quand le prêt pour l'exposition a été fait, ils ont fait un contrat. Et dans ce contrat, donc l'expo dure jusqu'au 6 avril. Voilà. Et le droit, donc... en gros, il y a un arrêté qui a été fait pour dire, en gros, non, on ne peut pas y toucher. Mais après le 6 avril, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc, est-ce qu'ils vont prolonger la chose? Est-ce qu'ils vont le mettre, on va dire, en sécurité? Le truc qui peut se faire, c'est de le mettre en sécurité le temps que ça se finisse, la guerre, peut-être aussi, parce que tout ce qui est aussi transport, évidemment, c'est... Non seulement c'est pas safe, et puis en plus, c'est... Mais, le câble. Mais en plus, transport impossible en soi de passer les frontières. Et aussi, globalement, autre chose à faire. Voilà. Mais j'ose espérer que d'ici le 6 avril, de nouveau, c'est un avis personnel, que ce soit fini. Tout ça. Enfin, voilà. Que ce soit fini le plus vite possible, cette guerre. Un droit de saisie différent selon les pays, voilà. Là, ça va être une comparaison. En 2005, 54 huiles des collections du musée Pouchkine présentées à la Fondation Pierre Gianada de Martigny en Suisse avaient été bloquées aux douanes de Bâle et de Genève dans le cadre d'un contentieux financier. Ouh là là. Le principe d'inaliénabilité, c'est un des obstacles à la restitution. D'ailleurs, en France, oui, il faut que les œuvres soient déclassées pour pouvoir être renvoyées dans leur pays d'origine. Tout à fait, ouais. C'est pour ça que c'est une question très complexe. En plus, ce qui est complexe aussi, c'est que il y a des œuvres où on ne pouvait pas vraiment faire autrement. C'était clairement affiché que c'était... elles ont des problématiques en plus funéraires. Par exemple, restitution de momies, de choses comme ça. Bon, tout ce qui est lié au funéraire, c'est en plus la problématique de respect de coutumes funéraires d'un pays, c'est bon. Il y a aussi j'ai l'impression qu'il y a aussi la question, enfin la problématique du si tu rends l'œuvre justement en acceptant l'idée que ça a été à un moment donné acquis dans des situations un peu douteuses, c'est reconnaître des choses que tu ne veux peut-être pas reconnaître, tu vois. Je dis pas que ça s'applique à tout, mais je me dis, il y a certaines... pour certaines œuvres, ce serait touchy. En gros, finalement, de reconnaître, ouais, non, en fait, on a juste un peu profité d'un gouvernement qui, à l'époque, était instable, qui a des problèmes, machin. Alors que de le jouer sur écoutez, on le rend, on les déclasse pour les rendre. Ouais, en général, c'est que j'ai eu l'impression, après j'en ai loupé plein évidemment, de rendu d'œuvres, c'est que c'était très souvent lié à des pratiques funéraires et que c'était lié vraiment à ce respect de culture. C'est mon impression, là-dessus. Il y a évidemment des contre-exemples, mais c'est les exemples que j'ai le plus fréquemment en tête, quoi. Mais quand tu regardes toutes les collections de certains, les collections de musées qui ont été faites 19e, fin 19e, début 20e, où c'était du colonialisme, bon, c'est un peu compliqué, hein.
Quant à tout ce qui est vraiment les contrats de vente, etc., tu vois, voilà, jamais je remettrais, par exemple, la Joconde, tu vois. C'était vendu, les gars. C'est perdu, c'est trop tard. Mais c'est vrai que t'as des acquisitions parfois douteuses, quand même. Hein. Quand même. Alors, donc à Suisse, ils ont déjà bloqué pour un contentieux financier, quoi. Mhm. Ils n'avaient pas payé leur timbre, c'est quoi le bail, là? Finalement, le Conseil fédéral avait relu le droit international et réalisé que celui-ci interdit la saisie de tout bien culturel national. Ah merde, on a oublié de vérifier, les gars. Ça, c'est beau. Ça, franchement, c'est magnifique, je trouve, hein, de dire oh non, finalement, non, bah, le droit dit que. Bah ouais. Alors, par contre, tous les pays ne s'inscrivent pas dans ce cadre. Les États-Unis, par exemple. Note Olivier Debec. Ou le Royaume-Uni. Lorsqu'en 2008, l'exposition de la Russie, chef-d'œuvre de la peinture française et russe des années 1870-1925, allait venir à la Royal Academy de Londres, Vladimir Poutine avait exigé et obtenu que le Parlement britannique interdise toute action judiciaire durant le séjour des tableaux. Et oui, bah c'est ce que je vous disais à un moment donné, aux États-Unis et dans d'autres pays anglophones, eux, quand ils vont mal, ils peuvent vendre des œuvres de leur collection. Donc, à mon avis, effectivement, dans le droit, ils peuvent saisir des collections qui sont empruntées dans certains cas, peut-être. Conseiller du PDG de LVMH, Bernard Arnault, Jean-Paul Claverie commente la situation. Je n'ai à l'heure où l'on parle reçu aucun appel de l'ambassade ni des musées russes. Je rappelle que notre responsabilité est la protection des œuvres. Nous veillerons donc comme convenu à leur retour jusqu'à leur musée. Si les conditions pour qu'ils voyagent en sécurité s'avèrent insuffisantes, nous attendrons. Oui, voilà. C'est ce que je vous disais plus tôt. De toute manière, si en plus les frontières sont fermées et que c'est pas safe pour les œuvres, et puis bon, c'est pas le moment. Enfin, excusez-nous, on doit passer, on transporte des œuvres. Ah, vous pouvez arrêter vite fait le tir des chars, s'il vous plaît? Oui. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Donc ouais, ils vont attendre, quoi. Ils vont attendre que ce soit fini. En 2016, en faisant venir la collection Shtushkin, largement comparable au fonds Morozov, un partenariat avait été signé, illustrant la force des liens d'amitié et de collaboration qui unissent depuis toujours les institutions françaises et russes. Cela s'est matérialisé dans les musées prêteurs par un financement de programmes d'études d'amélioration de la préservation des œuvres et même la construction d'un atelier de restauration. Donc ça c'est fréquent. Enfin, c'est fréquent. Ça arrive, hein, lorsqu'il y a effectivement un prêt d'un musée à un autre, que tu prêtes et puis en échange, tu as quelque chose en échange. C'est ce qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous avez suivi le live que j'avais fait avec le Tu fais quoi dans la vie avec Marion Kalt, directrice des musées de Creil. Eh bien, à un moment donné, donc, elle expliquait que dans certains cas, pour des expositions, quand on lui demandait de prêter que le musée qu'elle dirige prête des œuvres, que ça pouvait lui arriver, ok, bon, par contre, le voyage, faudra peut-être faire une restauration. Donc, en gros, est-ce que vous pouvez au moins restaurer l'œuvre, etc. Ça se fait. C'est une sorte de commun accord pour prêter des œuvres. Enfin, c'est fréquent comme démarche. Et là, c'est à peu près pareil. L'idée, c'est que de ce partenariat, qu'il y ait de la restauration, préservation des œuvres. Donc, ça peut être un nettoyage, une analyse, tu vois, un scan, parce que une radio, quoi. T'as pas mal d'œuvres qui sont analysées, voir si tout va bien, s'il n'y a pas des micro-fissures, etc. Donc, tu vois, c'est comme ça que parfois on peut repérer que des tableaux, notamment, vont pas très bien parce qu'il y a des fissures à l'intérieur ou le vernis, donc des analyses de ce type-là. Et en plus, financement de programmes d'études, donc ça peut être
demander, enfin lancer un appel pour des chercheurs qui voudraient travailler sur les collections, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre. Donc tu vois, il y a pas mal d'historiens de l'art ou autres qui, bah tiens, telle ou telle collection va venir, eh bien on a tout intérêt à aller l'étudier, puisqu'elle vient sur place, enfin elle vient par exemple à Paris, ouais, je donne un exemple, elle vient à Paris. Donc ça permet d'avoir soit un échange type des chercheurs français qui étudient ces œuvres russes, soit des chercheurs russes qui viennent en France, enfin tu vois, des programmes d'échange dans ce sens-là, quoi. C'est toujours des communs accords, c'est des pratiques vraiment très très fréquentes. Là-dessus, c'est dans le monde de l'histoire de l'art, c'est très fréquent ce genre de... Et le monde culturel de manière générale. Oh, il y a mon chat qui pleure. J'écoute parce que j'aime pas quand elle pleure comme ça. On en est où, Agnagna ? Alors, attends. Cette action culturelle d'ampleur visant des œuvres insignes de l'humanité sera bouclée lorsque chaque trésor aura regagné sa salle. Pour une nouvelle, là encore, nul ne sait. D'accord. Donc ouais, c'est concrètement, donc pour résumer l'article, globalement, il y a ce contrat qui protège l'exposition, enfin qui protège les œuvres dans l'exposition. Et après le 6 avril, globalement, l'idée c'est effectivement de préserver les œuvres, mais de pas officiellement, de ne pas... en gros, le LVMH dit, nous, notre objectif, c'est de rendre les œuvres. Et globalement, normalement, ça répond pas trop à la question, finalement. En gros, l'idée, c'est, on sait pas. C'est un peu ça, hein, finalement. Attends, pour ça, on va regarder. Hop là, on va regarder France Culture, ce qu'ils nous disent à ce sujet. Donc la collection Morozov exposée à Paris peut-elle être impactée par la guerre en Ukraine ? Déjà là, c'est un titre plus... J'allais dire, moins putaclic du coup, parce que désolé, mais c'est vrai que du coup, le premier répond moyennement à la question. Il est efficace, hein, dans ce qu'il dit, mais c'est vrai que du coup, ça répond pas vraiment. L'État français, en gros, l'idée, c'est on sait pas. C'est concrètement, c'est ça qui est un petit peu dit, quoi. Et là, voilà, donc impacté par la guerre en Ukraine, oui, globalement, oui, sans doute. Je ne vois pas trop l'intérêt de la confiscation d'œuvres d'art d'un point de vue stratégique de toute façon pour le symbole. Oui, parce que une fois, vu qu'en France, il y a un principe d'inaliénabilité, c'est dur à dire comme mot, des œuvres, s'il y a confiscation, de manière, on ne pourra pas les revendre. Donc globalement, la confiscation, si ça rentre dans les propres... si c'est l'État qui s'en charge, ça voudrait dire que ça devient propriété de l'État. Enfin, si on est dans cette logique-là. Donc effectivement. Sauf si c'est un moyen de... Hey, regarde, plein de Gauguin, plein de Matisse, de Picasso. Ouais, c'est... Mais oui, globalement, en tout cas, s'il y en a qui se disent que, en gros, ce serait bien de se l'approprier pour le revendre, normalement, c'est pas possible. Enfin, si l'État français fait ça, qui ne respecte pas cette propre loi, on pourrait dire, écoutez, rendez les œuvres, parce que finalement, si vous accaparez des œuvres, vous dites que c'est à l'État français, que finalement, après, vous pouvez les revendre pour financer une guerre ou autre, restez logique jusqu'au bout, quoi. Donc, effectivement, il n'y a pas d'intérêt, en fait. Et l'intérêt, il serait symbolique, ouais. Il serait symbolique, mais comme officiellement... en fait, ouais, le président l'a dit, on n'est pas en guerre contre la Russie.
Donc il n'a pas de... Je vois pas pourquoi il saisirait cette collection. Tu vois, enfin... Parce que tout ce qui a été entrepris là comme démarche pour couper les... Ouais, tu me dirais, il y a quand même eu pas mal de démarches pour couper les fonds à certains oligarques, hein, russes, pas tous. Mais il y a eu des choses qui ont été faites, ouais, c'est vrai qu'il y a eu des coupures quand même. Ouais, non, attends, là, je suis pas très... Mais je vois pas l'État français faire ça aux œuvres. Globalement, ouais. Puis la symbolique... je sais pas. Moi, je pense pas qu'il ferait ça. Je vois pas l'intérêt, en fait. Et puis surtout... de nouveau, que les gens sur les réseaux sociaux disent ouais, il faudrait qu'on les vende pour... voilà. Là, normalement, c'est pas possible. Si on suit la logique, il y a une loi par rapport à cet aspect inaliénable des œuvres. Donc si c'est l'État qui prend, c'est à l'État, donc on peut pas. C'est pas possible, quoi. Mais par contre, la question de l'impact... Enfin, on va voir là. Peut-être que donc cet article a été fait... le 1er mars, donc on va regarder, enfin non, en général, donc il y a écouté, mais on peut, en général c'est un article qui est, ouais voilà, qui est... Alors par contre, qui a écrit ça? Marie Sorbier. Donc qui est Marie Sorbier? Rédactrice en chef et productrice d'affaires en cours sur France Culture. Ah oui, ça on regardera après, ça m'intéresse, ça. J'ai vu ça vite fait passer sur les réseaux, la naissance d'une nouvelle iconographie, ça m'intéresse bien. Je regarde à côté. Ok, j'ai l'impression que c'est surtout des affaires d'actualité, vraiment, ouais, effectivement. Ok. Et assez varié, quoi, de la danse, des différents types de... Ok. Avec un aspect aussi un peu, clairement politique sur certaines choses. Ok. Alors, hop là. Alors, comment la culture est-elle impactée par la guerre en Ukraine? La collection Morozov, exposée actuellement à la Fondation Vuitton, peut-elle être saisie? Un point juridique avec Olivier Debec, donc celui qu'on a déjà lu dans l'autre, donc on va dire qu'il est la référence, visiblement, pour ces deux articles. En plus, là, on a un portrait d'un des collectionneurs, l'un des deux frères Morozov. Par contre, qui a fait le portrait? Il y a marqué BC. Ouais. Alors qu'hier, lundi 28 février, le musée Ivan Kiev, situé à une cinquantaine de kilomètres de Kiev, était mis à feu par les troupes russes avançant vers la capitale ukrainienne. De nombreuses inquiétudes émergent un peu partout en Europe au sujet de la préservation des œuvres d'art en temps de guerre. Ouais. Pour autant, d'autres questions apparaissent en France, liées cette fois-ci aux sanctions internationales prises à l'encontre de la Russie. C'est tellement mieux écrit que quand je le dis. C'est normal, oui. Vont-elles impacter la culture? Que faire des œuvres des collections russes et ukrainiennes exposées dans l'Hexagone? Guerre improbable, saisie impossible. Tandis que la fondation Louis Vuitton attire les foules en accueillant en ce moment la collection des frères Morozov, composée de 200 tableaux comportant des chefs-d'œuvre d'art moderne français et russes, des voix se font entendre depuis l'invasion de l'Ukraine pour appeler au boycott de l'exposition, voire même... Bref. Ah oui, pardon, mais je suis désolée, c'est personnel. Je n'aime pas cette redondance, pour moi, c'est une faute. Et pour d'autres aussi, mais... bref, pardon. Mais voire même, je n'aime pas avoir cet effet de style redondant qui, pour moi, est une... Toi aussi? Hein? Ouais. Ah bah, mais le chat, mais non, je veux pas tes fesses. Mais pousse-toi. Mais qu'est-ce qu'elle est chiante. De nouveau, le petit chat malus. Oui, c'est ça, moi. Titre, tu pourras me dire. Aïe. Attends, j'en étais où? Demander la saisie de la collection russe présente en France. Si cela est moralement discutable, tout à fait.
pour autant juridiquement envisageable. L'avocat spécialiste en droit de l'art Olivier Debec fait le point au micro de Marie Sorbier. Il est juridiquement impossible de saisir une collection d'art lors de son exposition en France. Celle-ci fait l'objet d'un arrêté qui empêche sa saisie, promulgué le 19 février, puis prorogé. Mais t'es chiante. Hé Minouche. Mais, attendez, parce que j'arrive pas à aller... Bref. On va essayer de... Parce qu'elle me met... je me tape ces petits coups là de... Eh ouais. L'expression « par là mon cul » prend ici tout son sens. Attends, faut que vous voyez ça en... Voilà. Hein? Merci. Ça m'a complètement... Moi, je suis pas coiffée en général, mais... Hein? Mais elle est... Ouais, c'est ça. Quelle bourrique, celle-là, je te jure. On était où? Tu es dissidente. Et tu dissipes. Donc, de nouveau, contrat entre la Fondation Vuitton et les différents prêteurs. Les œuvres donc, sont donc protégées par ce contrat. Et là, j'aimais bien ce que je trouvais... La question de la moralité derrière tout ça. Ce que j'ai essayé de dire, mais c'est très bien écrit, donc tout ça, moi, je galère. Donc, le fait que, effectivement, de dire... bah, moi, je trouverais ça limite d'acheter des armes avec, voilà, globalement, la question de moralité derrière, de saisir des œuvres de collection d'autres pays. Bon, c'est du vol, quoi, concrètement. Si la loi française encadre désormais strictement la protection des œuvres de collections étrangères lorsqu'elles sont exposées sur le territoire, la communauté des musées a déjà eu quelques frayeurs à ce sujet, lorsque la question de la saisie d'œuvres de la collection Stouchkine avait été soulevée par les héritiers de Matisse dans le cadre d'une exposition en son honneur au Centre Pompidou. Ah! Ça, c'est intéressant, ça. Donc, apparemment, les héritiers de Matisse, le peintre Matisse, qui est un artiste fauve qui a vécu... il a eu une vie relativement longue, hein, mais en tout cas, sa production, c'est... première moitié 20e, pour les œuvres, peut-être pas les œuvres les plus connues, mais pour certaines, pour te situer un petit peu. Et ouais, j'avais pas je savais pas qu'il y avait eu une question autour de ça. La justice avait tranché en considérant que seul l'État russe pouvait juger d'un conflit entre les ayants droit et l'État russe. Hey, salut Tata Krisa. Merci beaucoup pour ton raid. Merci, bienvenue à vous. Alors que je vous présente la chaîne, je suis Sabine Padelou, je suis historienne de l'art. Et en tant qu'historienne de l'art, donc je fais un peu de gaming sur la chaîne. Et je fais aussi pas mal de culture, parce que ma passion c'est de transmettre, en fait, de vulgariser la culture. Merci beaucoup Tata Krisa, c'est adorable. Et là, en fait, donc parmi les différents lives culturels que je fais, il y a de tout. Hein. On fait des expos virtuelles ensemble, donc en gros, on visite des expos virtuelles qui ont été créées par des musées et autres. On les visite ensemble, un petit peu comme si on découvrait entre potes, tu vois, une visite. Merci beaucoup pour ton follow. Merci beaucoup. Attends, où est-ce que... Pouni. Merci beaucoup, Pouni. Germain Lévy, c'était le pire. Pourquoi? Ah oui, connaissez Poxiance. Attends, je finis d'expliquer ma chaîne quand même. Oh, calme-toi, Germain, calme-toi. Hein. Chaque chose en son temps, ne brûlons pas les étapes. Donc, on fait des expos virtuelles. On les crée aussi. Donc là, à la base, on devait faire un live sur la création... Enfin, on devait finir notre expo virtuelle sur... je vous montre vite fait. Sur les contes de fées, mais j'ai des messages d'erreur en permanence et
Donc voilà, donc avec FrameVR, on fait nous-mêmes des expos virtuelles. Donc là, c'est sur les contes de fées. On fait aussi... Qu'est-ce qu'on fait d'autre, les amis? On squatte des musées, accessoirement. Donc là, je suis en train de préparer un live dans un musée de Creil. Je suis aussi en train de prévoir un... J'espère, je croise les doigts pour que ça arrive, un beau live dans un musée parisien. Donc je vous en dirai plus dès que j'en saurai plus, mais ça peut être une très très belle expo. Mais globalement, voilà, mon but c'est de vous faire kiffer la culture et de parler de différentes choses. Là, on parlait de la collection Morozov, qui est à la Fondation Vuitton. Et en gros, la question qui se posait, c'était est-ce qu'on peut saisir les œuvres de cette collection, la collection Morozov est en fait divisée et appartient à plusieurs musées, notamment russes, mais pas que russes. Il y a notamment un musée ukrainien, il y a aussi des collectionneurs, des oligarques russes. Et donc la question c'était est-ce qu'on pouvait les saisir pour les filer à l'État et tout. Et donc là vous avez la vraie star de tous les streams, c'est Gigi. Voilà, mon petit démon. Et voilà. Je passe en général souvent à l'heure qu'ici, je parle presque jamais, mais j'aime beaucoup. Merci Tata Krisa, ça me fait très plaisir. Et effectivement, je fais partie du collectif Pouxiance, donc comme Germain le disait, attends, parce qu'il y a aussi des gens qui suivent la chaîne, il faut que... Je veux les remercier, attends, je me mets juste là, le gestionnaire de stream. Parce que je ne l'ai pas sur... Merci Gaevalia et merci Drinto pour votre follow, merci beaucoup, c'est adorable. Merci pour votre soutien. Et effectivement, donc je fais partie de Pouxiance. Pouxiance, c'est un collectif de personnes qui sont passionnées par les sciences. Et on utilise notamment Twitch pour diffuser notre amour des sciences, nos connaissances, etc. Donc ça passe pas que par Twitch, mais c'est essentiellement par Twitch quand même. Donc on est une quinzaine de streamers. Et quand je parle de sciences, c'est au pluriel. Et c'est toutes les sciences qui sont vues, qui sont traitées. Donc... sciences, tu as de la physique, tu as de la chimie, tu as la littérature, l'histoire de l'art, tu as vraiment toutes les sciences, une grande partie des sciences qui sont représentées. Voilà, comme j'indiquais subtilement, mais il n'y a pas de souci. En tout cas, bienvenue à vous. Et pour résumer, la question, est-ce qu'on peut saisir la collection Morozov? Eh bien non. Alors, au-delà de l'aspect moral de la chose, parce que saisir des œuvres d'art pour soutenir de manière humanitaire, why not, hein. Mais par contre, soutenir en armant, moi je suis contre. Voilà. Je vous le dis direct, hein, je serais contre qu'on achète... qu'on vende de l'art pour acheter des armes. Par contre, au-delà du... vous avez le droit tout à fait de dire ce que vous en pensez, etc. Donc il y a l'aspect moral de tout ça. Est-ce qu'on a envie de vendre de l'art pour soutenir de quelque manière que ce soit le conflit? Donc ça, c'est une chose. On peut être pour ou contre pour plein de raisons. Et par contre, derrière, il y a aussi la question de la loi, en fait, la question juridique. Et cette collection Morozov, de nouveau, qui appartient à plusieurs musées, actuellement exposée à la Fondation Vuitton à Boulogne, eh bien, on ne peut pas, parce qu'il y a un contrat qui a été fait, et c'est très fréquent quand deux musées se prêtent des œuvres pour des expos, il y a un contrat qui est établi, notamment pour les assurances. Tiens, je te prête un truc, mais le voyage, ça va peut-être lui faire du mal, donc tu peux la restaurer, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète, je vais la restaurer, etc. Et à ce sujet, j'avais reçu Marion Kalt, directrice des musées de Creil, pour en discuter. Donc, si vous voulez voir le replay, je pense que là, il n'est plus sur ma chaîne Twitch, mais vous pouvez la voir sur ma chaîne YouTube, si ça vous dit. Donc, c'était... il va sortir, je crois même qu'il est sorti ce matin. J'avais posté ce matin le replay. Donc, juridiquement, le contrat lie les deux institutions et nous, l'État français ne peut pas toucher à ces œuvres. Je ne sais plus si j'ai pas raté. Je me demande si c'est pas... J'essaye, je me demande si c'est pas... Mais non, mais je ne veux pas faire comme ça. Oh. Merci, Essium. Merci beaucoup.
Donc effectivement, voilà. Oui, c'est RS, ouais. C'est RS, globalement, ouais. Et voilà. Et du coup, imaginons juridiquement, donc les œuvres là sont protégées jusqu'au 6 avril, date de la fin de l'exposition. À la fin, la fondation Louis Vuitton, qui appartient à, en gros, pour faire simple, c'est LVMH. Et LVMH, c'est Louis Vuitton Moët-Hennessy, donc groupe de luxe, qui appartient à Bernard Arnault. C'est un nom, je pense, que vous avez déjà entendu, c'est l'un des plus grands milliardaires du monde. Si ce n'est je crois qu'il a dépassé Bettencourt, je crois, et ami de Macron aussi. Et donc la question qui se poserait, eux, ils ont dit non, mais nous, notre but, c'est de protéger les œuvres. Donc, c'est vraiment de restituer les œuvres. Par contre, après, la question, c'est est-ce que l'État peut saisir ? Donc non, le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères ont dit non, c'est sous contrat. Enfin, tout de même, c'est eux qui ont même fait un arrêté pour protéger cette collection. Milliardaire français et coucou Drinto. Et la question après, c'est imaginons, le 7 avril, l'État français dit non, mais je vais saisir les œuvres. Imaginons, un instant. La guerre n'est pas finie, on est encore là, voilà, ils saisissent. Il va se poser la question de pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Parce que les œuvres, en France, sont inaliénables. Ça veut dire qu'on ne peut pas les vendre, on ne peut pas s'en défaire. Une œuvre qui rentre dans un musée, elle est inaliénable, c'est pour toujours, quoi. Enfin, en gros, elle a quelque chose qui lui garantit qu'elle ne peut pas être cédée, elle ne peut pas être vendue, on ne peut pas s'en débarrasser. Alors que tu as des musées, notamment américains et anglais, s'ils sont dans la merde financière, ils peuvent revendre des œuvres d'art. Ça arrive. C'est déjà arrivé, ça arrivera encore. Par contre, en France, c'est pas possible. C'est chaque œuvre rentrée dans les musées, non. C'est pour ça que quand il s'agit de restituer des œuvres, il faut déclasser. Ça, c'est ce que nous disait Baleno plus tôt. Rien à voir avec les aliens, non. Non, du tout. Inaliénabilité. Mais il est hyper dur comme mot à dire, inaliénabilité. Là, tu places ça en Scrabble, mais t'es un winner. Ça dépend de l'œuvre. Ouais, j'avoue. Et du coup, ça servirait à quoi de saisir une collection. Du coup, c'est-à-dire qu'on la mettrait à l'intérieur des collections françaises, mais on pourrait rien. Enfin, ça enrichirait nos collections, mais enfin, moralement, tu vois, c'est discutable, quoi, je trouve. Enfin, parce que déjà, on a été accusé à juste titre d'avoir constitué une grande partie des collections avec le colonialisme. Une prise de guerre, c'est pas joyeuse non plus, hein, je trouve. Hein, c'est pas moralement, c'est pas très éthique. Hein. Moralement, faire la guerre, c'est aussi discutable. Mais bien sûr, oui, mais complètement. C'est juste que pour moi, il y a d'autres priorités. Globalement, vu que ces œuvres, on ne pourra pas les revendre, là, ce que je trouve plus important, c'est d'envoyer de l'aide humanitaire et de tout mettre en œuvre pour résoudre le conflit, quoi. Après, si la menace de mettre les œuvres dans nos collections, ça permettrait d'arrêter la guerre, allons-y, hein, faisons ce chantage. Mais je préfère largement, là, enfin, pour moi, il y a d'autres problématiques beaucoup plus urgentes, comme la population, celles qu'on laisse sur les coins, on les empêche de prendre le bus parce qu'ils sont de couleurs qui ne correspondent pas à certaines valeurs des autres pays. Voilà, hein, tu vois, moi, elle est là ma priorité. Enfin, fondamentalement, vu qu'on ne pourra pas les revendre, on s'en fout, quoi. La France n'est pas en guerre avec la Russie dans le cas qui nous occupe. En plus, oui, officiellement, il n'y a pas de guerre. Enfin, par contre, il y a des mesures qui ont été prises, des sanctions, mais ces sanctions sont internationales. Voilà, c'est... Par contre, effectivement, si la France disait, on prend ces œuvres-là, et surtout qu'en plus, il y a des œuvres de différents musées russes, mais il y a aussi un musée ukrainien, ou alors c'est-à-dire qu'on devrait rendre une partie de ce qui appartient au musée ukrainien. Enfin, tu vois, c'est...
Mais là, c'est parce que globalement, ça permettait de parler d'actualité et c'était une question que j'avais trouvée intéressante de voir ça sur les réseaux sociaux et de voir cet article, enfin les articles qu'on est en train de regarder, de parler de ça, en plus, hein, de parler de pourquoi faire en fait. Ce serait juste symbolique au final. On en était où là? Alors. Oui, on avait vu qu'apparemment Matisse, il y avait une question qui s'était posée par rapport à la collection Stouchkine qui avait été exposée aussi à Fondation Vuitton et qu'apparemment les héritiers de Matisse avaient un petit peu revendiqué la propriété sur certaines œuvres. Voilà. Bon, globalement, la justice a dit c'est pas notre problème, c'est un problème entre les héritiers et l'État russe. Oubliez-nous, concrètement. Non, 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 c'est pas nous, sans nous là. Oui, mais la France et l'Europe a fait émettre des sanctions. Oui, tout à fait. Une sorte de guerre économique et politique, rien à voir avec la guerre sur le terrain, mais on peut nier que l'opposition existe. Tout à fait. Non, mais complètement. C'est juste qu'officiellement, il n'y a pas de guerre, mais il y a des sanctions qui ont été faites. Enfin, voilà, la France y a participé. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mais là, de nouveau, pour moi, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt, à part enrichir nos collections patrimoniales, parce qu'on ne pourra pas les vendre. À moins qu'ils fassent un truc exceptionnel, qu'ils changent la loi pour ça. Mais voilà, imaginons. Attends. Attends, je vais d'abord lire ce que tu dis, Drinto. Tu disais que l'on ne peut pas revendre des œuvres de musée, mais si on regarde l'art sous d'autres formes, notamment au niveau de la musique, aujourd'hui, Tugan Sokiev, directeur musical du Bolchi et chef d'orchestre de l'orchestre du Capitole et de Toulouse, vient de démissionner de ces deux postes. J'ai l'impression qu'il y a des sanctions et des pressions différentes au niveau de la nature des œuvres. En gros, effectivement, ce qui c'est, t'as eu des démissions, ouais, tout à fait, et je crois. Il y a aussi une femme, je suis désolée, je me rappelle plus. Enfin, moi, je suis très très nulle en nom de gens. Une conservatrice de. À moins que ce soit un opéra. Ouais, c'est peut-être un truc comme ça qui me dit quelque chose. Qui en fait a démissionné parce que c'est devait être non mais c'est en Russie, c'est une conservatrice ou la directrice d'un opéra en Russie qui a démissionné pour montrer son opposition, donc c'est un autre sujet, pardon. Donc ouais, c'est mais normalement non, ouais, enfin non c'est depuis la. On ne peut pas vendre les œuvres des musées, des bibliothèques, on ne peut pas. C'est impossible. À moins qu'on change, mais quel intérêt? La seule conséquence concrète serait que les œuvres soient soustraites à leur public russe, sauf pour la petite part des œuvres qui appartiennent à des oligarques. Oui, en plus. Sauf si on est dans le cas où ces oligarques, donc soit... en gros, les collectionneurs privés, en général, ils font il y a plusieurs... quand ils ont des œuvres, soit ils les gardent chez eux, chez elles, soit ils les mettent dans des musées. Ça leur arrive de faire des sortes de prêts permanents. Ça arrive aussi. Les saisies d'avoir servent puisqu'on prive un État ou une personne de ses sous, mais qu'elle peut les récupérer si elle fait ce qu'on lui demande. Ici, arrêter la guerre d'invasion. Oui. Mais là, globalement, je pense que taper dans le porte-monnaie est une stratégie malheureusement plus efficace que de taper dans les musées. Je pense. Ça se trouve, je me trompe, mais je pense que c'est plus efficace de taper dans le porte-monnaie. Hein. Et vu le système dans lequel on est, et tous, hein, même peu importe le régime politique, on est une société mondiale capitaliste. Hein. Donc peu importe, taper là où ça fait mal, c'est le porte-monnaie essentiellement. Non, bon. Donc à la rigueur, on pourrait plutôt menacer de fermer toutes les maisons de luxe. Je te jure, mais quel enfer. Comme une sorte de prise d'otage, j'ai pas pensé à ça. Ouais, mais prendre en otage des œuvres,
À moins que c'est vraiment le truc... Vraiment, je pense que c'est le porte-monnaie qui fera le plus mal. Hein. Aujourd'hui, certaines fortunes russes commencent à se dissocier du régime russe. On voit bien que les sous sont prioritaires par rapport aux autres sanctions. Ah, mais complètement. Et c'est pour ça, c'est une stratégie. Là-dessus, moi, je rejoins le principe de... Ça sert à rien d'aller... Enfin, j'ai pas... Enfin, les personnes qui vont combattre, je les comprends. Je dis juste que ce qui sera plus efficace pour arrêter sans trop de dégâts humains, ce sera taper là où ça fait mal, c'est-à-dire le porte-monnaie. Et effectivement, les oligarques russes commencent à vraiment se détourner du gouvernement russe, quoi. Mais ouais, de prendre les œuvres, comme on ne pourra pas les vendre, et si, imaginons, il se crée un décret incroyable pour dire « Ouais, on peut vendre machin à partir... voilà. Donc on va faire une jurisprudence, limite, où on pourra vendre, pour la première fois, on pourra revendre des œuvres en France. » Ah bah t'inquiète que les autres pays vont dire « La France, ces œuvres-là, tu peux donc nous les rendre ?» Parce que, globalement, si tu peux revendre un peu comme tu veux, machin, avec un arrêté, ça veut dire que tu peux casser un peu la chose. Tu vois, c'est... À mon avis, ouais, c'est pas dans leur objectif, quoi. La saisie, ils ont pas trop d'intérêt à ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dedans ? Alors, juste après, donc là, c'est Olivier Debec, l'avocat en droit de l'art qu'on cite. Juste après ces événements, donc par rapport à, je pense, c'est Stouchkine. En 1994, une loi a été promulguée permettant d'anticiper ce type de problème en rendant les objets prêtés par un État étranger insaisissables en France, et ce durant l'intégralité de leur séjour dans l'Hexagone. C'est cette loi qui permet désormais à la France d'avoir des prêts assez facilement. Voilà, donc en gros par rapport à ça, à cette question des héritiers de Matisse, ils se sont dit, bah écoutez, on va mettre une loi qui dit en gros... en gros, tant que les œuvres prêtées sont sur le territoire, on ne pourra pas les saisir. Donc, de nouveau, la loi protège, pour le coup, les œuvres de l'expo. Sécurité de l'envoi. Avant qu'une œuvre ou une collection d'une institution publique étrangère n'arrive en France, un arrêt empêchant que les œuvres soient saisies est promulgué au journal officiel. Ainsi, elles restent protégées pendant toute la durée de leur exposition. Par ailleurs, l'arrêté de protection peut être prolongé, comme ce fut le cas pour la collection Morozov à la Fondation Vuitton. Aujourd'hui, il est impossible de se saisir de ces œuvres car elles sont toujours protégées. Voilà. Donc, réponse de l'avocat. Pour autant, ces mesures de sécurité assurant bon retour des œuvres aux établissements publics étrangers prêtant partiellement leur collection ne sont pas endémiques de la France. Les États-Unis et d'autres pays fonctionnent de la même manière. Pour organiser de grandes expositions internationales, il faut offrir la sécurité aux prêteurs. Donc beaucoup de pays ont des mesures similaires aux nôtres, plus ou moins efficaces, mais c'est assez standard. C'est-à-dire que même les Américains, les musées américains qui peuvent vendre des œuvres en cas de besoin, ils ne sont pas censés vendre des œuvres de musées français, belges, voilà, peu importe. Conditions de retour à l'envoyeur. Encore faudrait-il que ce retour des œuvres au sein de leur pays soit possible. Voilà. Le contexte international actuel, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, soulève plusieurs interrogations. Peut-il y avoir blocage du retour des œuvres en attendant une éventuelle accalmie ? Comment ces œuvres vont-elles voyager si la guerre se poursuit ? Sans parler de saisie, ces œuvres pourront-elles tout simplement rentrer en Russie ? Là, globalement, l'idée c'est la préservation des œuvres, donc tant qu'il y aura la guerre, concrètement, les œuvres ne bougeront pas. Hein. Enfin, tant qu'ils ne peuvent pas assurer le retour, ça restera en attente à la Fondation Vuitton. Enfin... Alors, ça va être difficile de réimporter ces œuvres en Russie ou en Ukraine, car il ne faut pas oublier
que certaines d'entre elles provenaient d'Ukraine. J'imagine qu'elles resteront en France aussi longtemps que le retour n'est pas possible et que les arrêtés empêchant les saisies seront prorogés de période en période. Voilà, donc en gros on pourrait conserver... Si la guerre dure 1 an, on gardera les œuvres 1 an parce qu'on ne pourra pas assurer leur protection. Donc ça répond au truc, quoi. En somme, la France pourrait conserver ses œuvres jusqu'à l'apaisement de la situation diplomatique et guerrière. D'ici là, seront toujours visibles à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Voilà. Donc pour répondre à cette question, par rapport aux interrogations qui ont été soulevées sur les réseaux sociaux, non, voilà, globalement. Oui, enfin là, la France dit, on vous les rend pas parce que ça pourrait être un peu chaud pour le transport. Bah oui. Et en même temps, en plus, les frontières étant fermées, enfin, t'imagines la scène de dire, attendez, là pour l'instant vous tirez plus pendant 1 heure le temps qu'on emmène les œuvres. C'est chaud quand même. Enfin, je sais que c'est un peu paradoxal au final, hein, mais le contrat qui les lie, c'est aussi la protection des œuvres. Enfin, non seulement le contrat qui les lie, c'est la protection des œuvres, et chaque pays doit protéger ses œuvres. Donc si c'est plus safe de les laisser où elles sont le temps que la situation se calme, bah ouais, ils vont faire qu'on proroger, enfin ils vont faire que vraiment de continuer le prêt, quoi. Mais c'est vrai que ça en devient... c'est un peu ridicule, hein. Mais là, pour le coup, je pense que les directeurs de musées russes préfèrent largement que ce soit safe dans un autre pays que possiblement attaqué, quoi. Quand 2 pays font des échanges de prisonniers, c'est ce qui se passe. Non, on n'attaque pas tant qu'on fait échange. Ouais, mais c'est des humains, là. Enfin, on parle d'humains. Pour des œuvres, ça peut attendre. Enfin... Normalement, oui, c'est ce qui se passe, je suis d'accord avec toi. Tout comme, au-delà même d'échanges de prisonniers, en général, bon ça correspond peut-être à plus une vision passéiste de la guerre que j'ai, mais en tout cas, les conflits précédents, normalement, il y a des moments où tu fais une sorte de relative trêve, en gros, voilà, un cessez-le-feu pour aller chercher notamment les corps. Normalement, il y a des... Mais ouais. Mais globalement, les œuvres, ça peut attendre, quoi. Alors que des humains, non. On va pas faire attendre les humains, quand même. Surtout que là, globalement, les attaques du gouvernement russe sur l'Ukraine, ils ont montré qu'ils en avaient... Enfin, qu'en gros, l'art et la culture, c'était collatéral, hein, parce que... Enfin, ça peut être des dommages collatéraux, parce que, regarde, lorsqu'ils ont attaqué enfin, ils voulaient attaquer une antenne, mais en fait, en dessous de l'antenne, t'avais un mémorial de la Shoah. C'était quand même... voilà, quoi, ils ont le truc a brûlé, hein, complètement. T'as des musées qui ont potentiellement brûlé, des bibliothèques aussi. En fait, à partir du moment où t'attaques le civil, ils s'en foutent, quoi. Il semblerait que des couleurs humanitaires aient été négociées, peut-être que les œuvres peuvent passer par là. Après, c'est dans 1 mois. Hein. La fin de l'expo, c'est le 6 avril. La situation aura... On l'espère. On espère qu'elle se sera calmée. Si possible aussi la fin de la guerre. Et là, peut-être qu'il n'y aura même pas besoin de ça, mais on verra. Hein. Enfin, il y a quand même des actions du côté de Poutine, des actions de Poutine qui ont été un peu crado quand même là, hein, sur le civil et tout. Je suis pas sûre que les très hauts dirigeants ont plus de préoccupations de leurs œuvres que de leur population. Ah mais complètement. De nouveau, c'est le porte-monnaie qui fait mal. Hein.
Et il faut que la largeur du couloir soit plus importante que celle des... Ouais, grave. Bah oui, parce que les convois, c'est des camions, hein, en général. Quand tu transportes des œuvres d'art, c'est des camions. Il faut que la largeur du couloir... Enfin, ouais. Et pas sûr que les Russes laissent sortir les œuvres du pays attaqué. En plus, hein. Parce qu'il y a eu des problématiques aussi d'organisation des soldats. Bon. Attaquer un mémorial de la Shoah pour lutter contre le nazisme, mais oui, bien sûr. Mais tout à fait, mais oui, mais oui. Non, mais ça a été... Et je me demande quand on fera... Enfin, quand il y aura les différents bilans humains, etc., qui vont être faits... Déjà, des images que tu vois... Bref. Sinon, les bords vont frotter, je te jure. La question se posera pour les œuvres ukrainiennes. Y aura-t-il encore des musées et des conservateurs pour les accueillir? Ouais, voilà. C'est une question qui... ouais. Ouais, finalement, c'est ça, hein. C'est qu'est-ce qui va rester de l'Ukraine, quoi, surtout. Moi, pour le coup, la question des différents bilans en Ukraine, ça va être... Waouh. Ah là. Et puis je voulais finir, j'avais vu cet article-là. J'avais envie de le lire. C'est de la même autrice, hein, donc Marie Sorbier. Ukraine, la naissance d'une nouvelle iconographie, quoi. Au-delà du problème des soldats dissidents, quand on attaque un pays pour s'approprier sa culture parce qu'on considère que c'est la même culture et le même peuple, on n'en laisse pas la culture s'enfuir du pays. Oui, en plus. Tout à fait. J'avoue que l'art est quelque chose qui me passe largement au-dessus. Pour une majorité, vous pensez que le levier de l'art pourrait avoir un impact sur ce conflit? Pas du tout. Je pense que non. Non, non, non. Le portefeuille. Non, non, non. C'est juste que c'était des articles qui m'avaient intéressé, qui me permettaient de parler de cette actualité. Enfin, c'était des... En fait, je m'étais dit qu'avec ce sujet, c'était intéressant de vous parler justement de l'aspect moral de la chose et surtout juridique. Du fait que en France, les œuvres, on peut pas les tourner, on peut pas les vendre. Donc c'était un moyen un petit peu de répondre à cette question-là, parce que je l'avais vu traîner sur les réseaux sociaux, et cet article m'avait intéressé. Mais évidemment, ce n'est pas... pour moi, ce n'est pas du tout un levier qui fera changer quoi que ce soit. C'est vraiment la question des maisons de luxe, la question des finances, et d'ailleurs on le voit avec les oligarques, certains oligarques qui commencent un petit peu à tourner le dos à Poutine, parce que ça touche leur portefeuille. Et n'oublions pas que c'est... peu importe le régime politique dans lequel ton pays est, ou qu'en tant que dirigeant tu es pour ton pays, c'est le fric, hein. On est dans un système capitaliste globalement mondial, donc pour la Russie, la Chine, etc., tu tapes où ça fait mal, c'est le porte-monnaie. Hein. Globalement, ça va être ça. Hein. Et sur... Ouais, après, les raisons d'attaque de Poutine, à mon avis, je sais pas si on aura une... Enfin, il y a plein, à mon avis, il y a plein de choses qui rentrent en considération. Et... Bon, pour le coup, j'y connais pas assez, et moi, ce que je pense, bon, voilà. Enfin, globalement, c'est pas le... Enfin, on sait pas trop, quoi, c'est ça qui... Raison 1 la folie, raison 2 la folie. Oh non, je pense pas qu'il soit fou, en tout cas. Je pense qu'il y a plus des problématiques liées à un passé glorieux type tsariste qui rentre en considération, et aussi une confrontation liée à l'OTAN, à mon avis. Puis l'Ukraine, c'est pas une question qui est récente. Ça fait un moment que c'est tendu, et là, ça pète là pour... bon, par contre, voilà, mais... Perso, je pense que c'est plus une personne est sensibilisée à l'art, moins elle est belliciste, mais c'est juste une croyance. Alors ouais, mais Léno, je pourrais te sortir un nom d'artiste qui a mal tourné. Mais je vais pas faire un point Godwin. mais pour moi, idéalement, oui, mais il y a eu des contre-exemples. Oui, voilà. Bah oui, mais bon, forcément, je pense à lui. Quelle horreur, quel enfer.
Mais normalement, bon, quand... c'est terrible ce qui est en train de se passer là. Voilà, tu vois le truc. Donc bon. Et ouais, quand j'ai vu ça, je me dis, tiens, c'est vrai que ça pourrait être... Enfin, c'est vrai que le président ukrainien, là, il apparaît comme un véritable héros. Je me dis, putain, ça a été un sujet intéressant sur vraiment cette iconographie. Du coup, j'étais contente de voir cet article sortir il y a 3 jours. Laissez-moi mes croyances. Bah oui, moi aussi, mais voilà, moi aussi, je vais y croire. Je veux pas me focaliser sur les contre-exemples. C'était juste... J'étais un peu l'avocat du diable, là. C'est terrible. Ah là, quel enfer. Et ouais, voilà, je trouvais ça intéressant, En plus, apparemment, donc c'est Alexis Rapin, donc cherche à l'Observatoire sur les conflits multidimensionnels qui va évoquer cette micro-mythologie naissante. Parce qu'on est dans l'ère des héros. Hein. Donc avec... Enfin, son nom, c'est le président Zelensky, donc Volodymyr. Voilà, Volodymyr Zelensky en capitaine Ukraine. Mais ça, t'imagines Poutine voir cette image-là par rapport à son anti-américanisme et tout. Waouh. Ah là là. Alors, comme le démontre la récente sacralisation du Ghost of Kiev, chasseurs aériens décimant les escadrons russes depuis le début de la guerre en Ukraine, les utilisateurs des réseaux sociaux sont devenus témoins de la naissance d'une micro-mythologie autour du conflit et des figures majeures la composant. Suite à l'offensive russe fin février, l'attention portée à la véracité ou non des informations qui circulent est à son paroxysme. D'aucuns vont même jusqu'à parler de guerre de l'information. Oui, parce que je crois qu'en plus, cette histoire de le Ghost of Kiev, c'était pas finalement une fake news ou un truc comme ça. J'ai l'impression qu'il y avait... J'ai pas trop suivi, mais j'ai cru comprendre que c'était pas un truc... voilà. Avec le bouquet tournesol. Mais j'adore le... Mais c'est pas leur... Attends. C'est l'origine du jaune du drapeau ukrainien. D'accord. Puis c'est joli un tournesol. Comme le fait que quand on aime les animaux, on ne peut pas être fasciste. Ah oui, tout à fait. Surtout les chats. Tout à fait. Oui, du coup, le bleu, Germain Lévis, tu sais, le bleu du drapeau ukrainien. Oui, mais on n'arrête pas des missiles avec tournesol. Il y en a qui ont essayé, et je pense que ça n'a pas marché. Après, peut-être que notre super-héros Zelensky, Captain Ukraine, y arriverait, mais je sais pas. Le ciel au-dessus des tournesols. Oh, tu crois que c'est ça? Ah ouais ah ouais, donc ok. Le ciel au-dessus, un chant tournesol. Oh. Oh. C'est kawaii. Franchement, c'est mignon. Enfin, je trouve que c'est chou comme... Enfin, j'aime bien le... Bref. Donc merci pour ce petit point culturel. C'est mignon comme... Enfin, j'aime bien, ça me parle bien comme symbolique. Donc en France, le ciel est vertical. Mais non. Non, on est des politiques de fous, nous. Nous, c'est la royauté, le peuple. Et le blanc, attends, c'est le... Ah. Attends, j'ai l'air vite fait. Après, promis, je reviens. Drapeau. Attends. Ah, mais je sais même plus écrire, moi. Drapeau de la France. Oui. Attends. Le rouge. Alors, couleur de la bannière de l'abbaye Saint-Denis. Ouais, donc il y a quand même un rapport avec les différentes guerres, hein, quand même. La commune, gna gna gna. Le bleu, c'est... Oui, voilà, c'est quand même très lié à la religion chrétienne. Et le blanc, par contre... C'est pas pour aux croisades? Voilà, ça sent pas le... Monarchie française. Ouais, en gros, bon. L'essence du drapeau, l'association des 3 couleurs. Les couleurs de Paris.
Mhm, mhm, mhm. Ouais, ça peut être un... Il y a pas mal de choses, je pense, qui sont remises en cause dans l'article. Hein. Ah, alors, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Élysée? Alors, couleur du roi, le blanc, la ville de Paris, le bleu et le rouge. Ouais, le bleu, c'est quand même très lié à la royauté, à la religion. Chut. 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 Bref. Ah bah merci, Germain, j'ai pas eu. Couleur de Paris, bleu et rouge, encadrant le roi blanc. Tout à fait. À propos, le bleu du drapeau de la France a été changé entre bleu lys, le roi, à bleu marine sous Emmanuel Macron. Ah. Ok. Je l'ai pas suivi. Ok, merci pour l'info. Alors, mythification de la guerre sur les réseaux, même pas peur. Oh, j'aime bien les jeux de mots comme ça. Chercheur en résidence à la chaire Raoul Dandudran en études stratégiques et diplomatiques à Montréal, Alexis Rapin est aussi un vigile attentif à la nouvelle iconographie émergeant autour du conflit russo-ukrainien. Il explique à Marie Sorbier les enjeux de la mystification des protagonistes, de leurs actes et parfois même de leurs armes. En naviguant sur les réseaux, je voyais émerger une iconographie mêlant mèmes, citations et petites légendes urbaines surgies de récits de bataille. Un exemple de ça est la mythification de la figure du javelin, une arme anti-char qui décime les rangs russes. Les réseaux sociaux lui ont donné une sorte de statut de miracle, de sauveur de l'Ukraine face à l'envahisseur. Cette arme, fournie en grande quantité à l'Ukraine par ses alliés européens, n'est pourtant pas la seule figure émergente de ce conflit meurtrier. En effet, la personne désormais unanimement affublée d'une aura guerrière quasi mythique à l'international est évidemment le président Volodymyr Zelensky, résistant vaillamment à l'occupant. C'est l'icône des icônes, il a acquis une aura gigantesque sur la scène internationale et tout le monde connaît son nom désormais. Ses multiples photos de lui en tenue militaire armée ont donné de lui une image héroïque. Son nouveau statut d'icône peut par ailleurs l'aider auprès de ses partenaires pour obtenir de l'aide. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ouais, je sais pas si c'est blanc-bayrou hein, pour le drapeau. C'est terrible. Ni de gauche ni de droite. Terrible. Mais effectivement, enfin là-dessus, c'est vrai que c'est impressionnant cette aura qu'il a à juste titre. Le président, c'est assez. Putain, comment il s'appelle déjà? Oui, parce que voilà, moi je fais partie de nouveau ces gens qui galèrent avec les noms. Zelensky, voilà. Ah mais je l'ai dit, hein, moi j'ai un problème avec les noms. L'impact réel de la guerre des images. Parce que oui, finalement, c'est ça derrière qui est en jeu. Il est là mon rôle d'historienne de l'art, les amis. Bref, le monde est image. Pas que, mais beaucoup d'images. Au-delà de l'image du président, toute cette iconographie partagée sur les réseaux sociaux peut-elle pour autant avoir un rôle galvanisant, un réel impact sur le conflit? Si un certain effet galvaniseur est indéniable, Alexis Rapin préfère rappeler qu'une guerre ne se gagne pas avec des images. L'image de la ténacité qui est relayée, montrant l'Ukraine comme un David défiant le Goliath russe, peut avoir un effet galvaniseur sur les Ukrainiens. Présenter des figures héroïques qui ne flanchent pas donne envie à d'autres de faire de même. D'autant plus lorsque les troupes russes elles-mêmes font face à de gros problèmes de morale. De nombreux soldats se demandent ce qu'ils font là, d'autres ne le souhaitent tout simplement pas. Néanmoins, la guerre continue de se gagner sur le terrain via des offensives et à ce jeu-là, les Russes restent pour l'instant les meilleurs. Sur ces aspects-là, les likes et les mèmes ne changent rien. La guerre continue. Ceci dit, la bataille des images peut tout de même avoir des effets plus indirects relatifs à ce qu'il se déroule sur le terrain. Un narratif positif peut encourager les leaders étrangers à poursuivre les livraisons d'armes, par exemple. Bah carrément. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Heureusement que c'est pas une femme, elle aurait été érigée en icône. Après, on a pas mal parlé de son épouse aussi. Aujourd'hui, quelles sont les victoires de terrain sur le sol ukrainien? Tu veux dire... où est-ce qu'on en est au niveau du conflit? Ouais. Là, il y avait quelques... Ils étaient rentrés à temps. De mémoire, et là, ils sont sur...
Ils sont sur quoi là? C'est sur une... Ils sont là au niveau d'une ville, je crois, de mémoire. Attends. Mariupol, voilà. Apparemment, oui, il y avait une tentative de passer... je sais pas s'ils ont mis une petite carte sur... Attends, on va essayer de trouver une carte. Ça, c'était à 2 jours. Mais ça permettait de... Attends, elle vient d'où cette carte? Libération, ok. Où est-ce qu'on en est? Voilà, notamment en Ukraine. Donc là, tu vois les différents coins. Enfin, les points stratégiques hein, de la Russie sont là. Hein, sont dans ce coin-là. Maintenant, il y a en plus il y a la Crimée aussi. Mais voilà, c'était surtout via ce coin ici. Et puis après, de toute manière, il y a aussi pas mal de frappes, aériennes qui ont été... qui se sont multipliées. C'est plus facile d'envoyer des armes et autres si la population est pour. Oui, et je voulais revenir sur... Je trouve que l'article minimise un peu cette aura du président. Parce que, à mon avis... Parce qu'il y a un truc hein, qui aussi faut garder en tête. Là, pour l'instant, ce qui se passe en Ukraine, il y a d'autres pays hein, où en ce moment, il y a des bombardements qui ont lieu. Notamment, t'as le Yémen. T'as quoi d'autre en ce moment? Même moi, tu vois, je galère un peu à tout suivre. Mais en tout cas, t'as eu différents bombardements de différentes puissances étrangères. Et on n'en parle pas beaucoup. Enfin, on n'en parle quasiment pas, d'ailleurs. Il y a une focalisation sur l'Ukraine, alors qu'il y a des drames similaires qui se passent dans d'autres pays. Mais déjà, bon, forcément, comme... notamment... dans certains cas, notamment, tu as les États-Unis qui ont bombardé je ne sais plus quel pays. Putain, attends, je préfère être précise. Donc en ce moment, tu as le Yémen. Attends, comment je pourrais chercher ça? Bombardement américain. Je me demande si c'est pas... je vais regarder dans le... Non, c'est dans l'actualité, je veux voir ça. Ah, Odessa, non, attends. Non, il y en a eu d'autres. Hein. Ouais, mais on n'en parle pas beaucoup. C'est ça, le truc chiant, quoi. Ah. Attends, rien qu'au Yémen, là, ce qui se passe. Alors, c'est l'aviation saoudienne au Yémen. Attends. La capitale Sanaa et Saada, parce qu'il y a les Houthis. Mais il y a d'autres, hein, tu vois, il y en a plusieurs bombardements. Je sais pas si on peut taper monde. Ah, pas mode, monde. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Mais effectivement, en tout cas, il y a une... Il y a vraiment ce focus. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Trop bien bombardé. Non. Non. Après, ouais, là, vous voyez pas. Attends. Après, là, ce que je fais comme recherche Google, c'est pas le plus... Ouais, mais les Européens se disent qu'OSES, c'est pas l'Europe, surtout quand ça se passe en Afrique. Je pense que l'histoire joue contre nous. Il y a ça, et puis comme tu l'as dit, ça se passe pas... C'est... Effectivement, il n'y a pas de... Merci Manuterium pour ton follow, merci beaucoup. Ah, intervention Wikipédia dans US dans le monde, merci. Attends, on va essayer de voir ce qu'ils vont trouver comme ça. USA, hop là. Face à la Russie, gna gna gna. Attends, hop, tous, on va regarder, on doit voir le Wikipédia. 2000 à 2020. Ah, mais il y en a d'autres là. Il y en a eu récemment encore. Ah là là. Ça m'énerve. Bref, en tout cas, faut pas... Il n'y a pas qu'en Ukraine qu'il se passe des choses en ce moment. Mais c'est vrai que comme il y a cette proximité géographique
ça travaille les gens, quoi. Ça les... À juste titre, ça les angoisse, parce que ça leur semble plus proche que jamais. Bombardement. Si tu veux que tu peux googliser bombardement de Russie 2022. Ah ouais? Enfin, j'espère qu'on va pas avoir des images choquantes. Attends, tu m'as dit quoi? Russie, monde. Oui, le chat. Mais arrête de me mordre. Mon chat me mord. Aucun autre pays m'a déjà intéressé la Syrie. Non, ça c'était... Oh là 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 là, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et si je mets 2022? Et puis ça, tu vois, c'est un truc que j'ai mis... que j'ai suivi via Twitter et j'ai pas gardé, tu vois, j'ai pas mis de côté. C'était une connerie. Salut Alfranc, comment tu vas? Donc il faut le mettre. D'accord. Ah, il faut retirer le... Peut-être ça, non? Ouais, voilà. Ok, merci pour le truc. Après, voilà, t'as aussi sud du Liban par Israël. Bombardement. Attends. Non, c'est en 2021, ça. Éthiopie. Octobre 2021, ouais, bon bah... Et là, qu'est-ce qu'on a? Plus de 100 morts au Yémen. Ouais. Ouais. Donc bon. Mais c'est effectivement, cette proximité nous touche forcément beaucoup plus. Donc ouais. Ouais. C'est... Ça, c'est... Ouais, c'est logique que ça touche les gens, quoi, quand il y a cette proximité-là. Mettre ça là. Donc, voilà. Ah là là. En tout cas, c'était une... Bon, c'était des articles courts, au moins, ça a permis de toucher toutes ces questions-là. C'était bien. C'était bien. Moi, je vais pas trop tarder à arrêter là. Cette semaine, alors la semaine prochaine, vous allez avoir plein de choses. Enfin, il y a pas mal de... Pas forcément sur ma chaîne à chaque fois. Attendez, je regarde. La fille qui a son agenda. Oui, j'ai un agenda papier. Et alors? Hein? Bref. Sinon, je me rappelle de rien, moi. Et puis, j'adore le papier. Si toi aussi, tu aimes le papier, mets un petit emoji. Moi, j'adore le papier. Là-dessus, j'ai besoin toujours d'écrire les trucs. Les événements actuels ont vraiment remis en question ma perception de l'histoire. Il y a 2 mois, je me disais, je vis dans un monde après l'histoire, il ne se passe pas vraiment grand-chose, alors que là, on vit en plein dedans. Bah ouais. C'est comme quoi... Et à ça, j'ajouterais le... On a l'impression qu'on vit en dehors de l'histoire, mais pas vraiment, parce que quand tu regardes la montée du fascisme en France... C'est pas très joyeux quand même, hein. Il y a une manipulation de certaines images, de certains faits. Bon, ça pue, hein. Ça pue du cul grave, hein. J'adore le papier, mais pas dans ma vie quotidienne. J'ai juste dans les archives historiques. Ouais. Oui, moi j'aime bien le papier pour écrire des trucs. Donc je vais pas commencer à écrire dans les archives, parce que je vais me faire dégager violemment des archives après. Attends, je vais en mettre comme ça.
Quand même. Perso, le papier que j'utilise finit jamais... Ouais, d'accord. Ouais, ok, on a compris, Drento. C'est bon, c'est bon. Eh ben, le chat, là, Gigi, elle est en train de prendre le crayon, un stylo. Elle veut écrire quelque chose. Tu veux écrire quoi? Je veux juste faire du bruit. Ok, d'accord. Dis bonjour au chat. Le chat, dis bonjour aux gens. Regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est avec ses petites patounes, là, man. Tu fais une démonstration de chat. Oula, je suis pas contente. Je suis pas contente. Bref. Même pas une pandémie moyenâgeuse, les historiens vont me tomber dessus pour ça. Mais pourquoi forcément moyenâgeuse? Et moyenâgeuse, c'est hyper péjoratif comme mot. Hein. C'est... Voilà. T'as le même chat. Mais oui, les petits chats noirs. Les meilleurs. Les petits chats qui savent pas miauler. Donc on ne dit pas moyenâgeux. Surtout qu'en plus, effectivement, le Moyen-Âge a cette aura... a eu pendant longtemps, on a pensé que c'était un âge très sombre, notamment à cause de la Grande Peste. Peux-tu me donner l'heure? Il est médiéval. Et 19h27. Une pandémie renaissance, c'est mieux? Il y en a eu. Il y en a eu dans l'Antiquité aussi. Enfin, rien que la peste, on dit la grande peste noire, mais en fait, tu as eu des pestes dans l'Antiquité, tu en as eu au Moyen-Âge, tu en as eu à la Renaissance. Tu as eu des très grandes épidémies, je pense notamment au 19e, tu as eu des épidémies de choléra, tu as eu des trucs... Enfin, c'est juste que comme il y a eu ce... attention, la Grande Peste, ça a été un ravage monstrueux, ça a été de très grandes pertes, une grande partie de l'Europe a été décimée à cause de la Grande Peste. Mais il y a... les épidémies, il y en a eu à toutes les époques, en fait. Ouais, c'est hyper cyclique. Une pandémie renaissance. Terrible. Donc bon, le Moyen-Âge, c'est bien. J'aime le Moyen-Âge. T'étais sur quelle période, toi, du coup, Franck, par rapport aux archives? Tu bossais sur quel type d'archives, toi? Mais bon, de toute manière, avant le 19e, on connaissait pas très bien les maladies, et même au 19e, on a commencé à bien étudier les maladies, mais... Bon, les connaissances, c'était parfois relatif, quand même. Hein. Le Rococorona. Énorme. Petite référence au rococo, un courant stylistique. Ne pas juger. Bref. Les gens de cette époque se sentaient renaître. Ouais. Une pandémie de gain de cuisse, ça existe pour que les gens arrêtent de se taper dessus. Je sais même pas si ça aura un impact parce que t'as des gens très intelligents qui sont des monstres. Je préfère une pandémie d'intelligence émotionnelle et sociale. T'avais pas le même recours en tête. Ah bah bravo. Bah bravo, hein. On voit les différents types de cultures hein, sur ce chat. Hein. Bravo. Bravo le veau. J'ai des connaissances un peu partout en histoire, mais je suis un historien de la première moitié du 19e siècle québécois, donc j'ai surtout consulté les archives de cette époque. D'accord, moi c'est la deuxième moitié du 19e et première moitié du 20e, ouais. Et aussi la Nouvelle-France, un peu du 20e aussi, bref, d'un peu de partout, ouais. J'aime la culture, je te jure. Comment tu écris là? Qui Ah là là. Vous êtes terrible. Mais bon. Je vous aime quand même. Non, bon. Mais une fois, il faudrait qu'on se fasse un truc, un de ces quatre, là. Une émission d'histoire, je sais pas. Il faudrait qu'on... N'aimons tous pas un peu la culture. Mais j'espère qu'on aime... peu importe la forme que ça a. Parce qu'il y a des personnes qui... Voilà. Sur tout ce qui est la culture. Bon. Mais j'espère bien qu'on aime tous la culture. On voit tes sans intérêt, mais oui, non, mais... Ouais, il faudrait, à cause du décalage, j'ai trop peu l'occasion de collaborer avec mes amis Poxiance. Bah, rien que là, pour toi, elle est quelle heure, là? Attends. Là, pour toi, ce serait... Attends. Le matin? C'est dans ce sens-là? Là, pour toi, il n'est pas genre 13h?
Ouais, 13h. Mais après, ça pourrait le faire, tu vois, si on se dit un dimanche, moins 6h, d'accord. Tu vois, si on se dit un dimanche, on fait un truc comme ça en décalé, ça peut le faire, hein, qu'on se fasse une émission en histoire. Tu vois, que moi, ce soit aux alentours, ouais, enfin, des horaires où tu es levé. Mais, pousse-toi le chat. Franchement, bon, écoute, on en discute, hein, mais je kifferais bien, quoi. Un samedi ou un dimanche, ça m'irait. Il y a le flot d'histoire qui m'a demandé aussi. Ouais. Mais en plus, avec le flot d'histoire, je lui avais parlé de. Le truc qui pourrait être chouette. Bon, je l'avais dit en déconnant, mais en fait, je le pensais quand même. De parler des. Parce que ça parlait de quoi du spatial. Et l'idée, c'était de parler des animés qui utilisent la mythologie, genre Ulysse 31, ces choses comme ça, avec le spatial. Mais après, mais on peut faire. Enfin, on peut faire plein de sujets. Moi, ça que le samedi... Mais de on se brief. On se tient au courant, mais ouais, ça me... Faut qu'on fasse ça, faut qu'on s'organise ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser, transition incroyable. Cette semaine, donc, niveau live, lundi soir, on continue avec Robin, tout ce qu'on prend. Notre fameuse histoire dont nous sommes tous les auteurs. Vous savez, on avait fait le 14 février un live avec qui mélangeait, enfin l'idée c'était de vulgariser la notion de beauté, d'amour, comment ça se passe d'un point de vue chimique, avec la question est-ce qu'un robot peut tomber amoureux. Donc on avait traité ce sujet-là, donc le fait qu'un robot tombe amoureux. Donc on finira l'histoire lundi soir. Après, normalement mercredi, je vais faire un live fin d'après-midi. Parce qu'après, à 20h, il y a la Wiki Battle avec Galactic Ami. Samedi 12 matin, on va faire un live, la nouvelle session de Tu fais quoi dans la vie. Donc vous vous souvenez, c'est une émission de chill où j'ai un invité, une invitée, et on discute de ce que cette personne fait dans la vie, donc très souvent lié à la culture, à l'art. Donc on avait eu le plaisir de discuter avec Narcisse Steiner, qui est artiste sur Twitch, avec Dorothée Littner, qui est aujourd'hui responsable... Oh, comment ça s'appelle ce truc parce qu'avant, en fait, elle travaillait chez Engie. Elle était responsable de la formation. Et là, c'est un nom type Bioforce, enfin, je sais plus le nom. Mais en gros, c'est de l'humanitaire. Donc, elle est directrice de l'entreprise, pardon, si je me rappelle. De nouveau, moi, les noms, voilà. On a eu Marion Kalt, qui dirige les musées de Creil, et les musées et les archives de Creil. Et là, eh bien, on aura Déborah Lévy, qui en fait est docteur en histoire de l'art japonais et qui est chargée d'exposition itinérante pour le musée, enfin en ce moment elle est au musée du Quai Branly. Voilà. Donc ça va être chouette. Ça va être très très chouette de parler de tout ça.